Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Marhalibiya pour ce nouveau numéro de Microscoop en ce 8 août. Nous sommes maintenant à quelques jours, le 7 septembre prochain. Les élections présidentielles en Algérie devraient avoir lieu selon la Constitution et puis selon aussi cette date imposée avec ces élections anticipées qui, je le rappelle, devaient avoir lieu le 12 décembre 2024 puisque les dernières, c'était le 12 décembre 2019, dans un contexte que vous connaissez, avec un boycott total, les urnes étaient vides aux quatre coins du pays. Plusieurs wilayas ne sont pas allés voter du tout. Ce sont des cas uniques dans le monde des élections, puisqu'il y a certaines wilayas où il y a eu 0,001% de votants. Les images aujourd'hui en 2024 parlent d'elles-mêmes. Le boycott était au rendez-vous. Nous allons, à quelques jours maintenant, un peu moins d'un mois de cette date électorale, continuer à revenir notamment sur le bilan d'Abdelmadjid Tebboune. Ce soir, nous allons parler économie. Nous évoquions il y a quelques heures notamment toute cette campagne, parce que vous le savez, autour d'une campagne, le plus important, c'est la communication. La communication continue et cette fois-ci, on parle de chiffres et d'économie avec donc, alors on se rappelle tout de même rapidement que le 19 mai dernier, notamment devant les étudiants, Abdelmadjid Tebboune a parlé d'un PIB qui allait doubler à 400 milliards de dollars. Il a aussi parlé d'un pays émergent, une année 2027, une année décisive, a-t-elle dit, l'année de l'achèvement de la numérisation et de l'industrialisation véritable du pays. Et puis ce terme qui revient maintenant depuis plusieurs années, un pays émergent, une relance économique, un décollage économique, un redressement économique, mais on constate que ce sont des termes qui reviennent maintenant depuis plusieurs décennies et pas que depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Alors ce soir, l'actualité, c'est ce rapport, le rapport du Conseil national économique qui vient de sortir, social et environnemental. C'est le CNSZ, qui a publié son rapport de 2023. L'année 2023 a été marquée par un engagement continu en faveur du développement économique, social et environnemental. Vous l'avez compris, les mesures prises ont reflété la volonté des pouvoirs, notamment de donner un accent particulier sur la progression continue et l'amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment les territoires vulnérables. On va y revenir. Abdelmadjid Tebboune qui a annoncé notamment avoir donc réglé le problème de toutes les zones d'ombre au sein du pays. On y revient ce soir. Le rapport aussi conclut que la situation extérieure de l'Algérie s'est maintenu à un niveau satisfaisant grâce à la balance commerciale. On y reviendra notamment concernant les hydrocarbures et les énergies. Un rapport qui souligne aussi les multiples mesures prises par Abdelmadjid Tebboune. Alors c'est souvent repris, bien évidemment, vous l'avez compris. Est-ce que ce rapport-là, il n'entre pas maintenant aussi en lice et en compétition dans tous les soutiens au président actuel? Donc, des décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics ces dernières années dans le but de lutter contre la fragilité financière des familles, préserver le pouvoir d'achat, faciliter l'inclusion économique, notamment des jeunes et des femmes, renforcer la participation à la création de richesses. Tant de mots, très populaires, des mots populistes qui rappellent aussi un peu le rapprochement entre un pouvoir et un peuple. Mais ce soir, plusieurs questions se posent. Nous allons essayer de comprendre effectivement à quoi correspond ce rapport. Est-ce qu'il est entré aussi en campagne? On parle aussi de devises, on va y revenir. Apparemment, les devises et le dinar algérien est en relance et en redressement, alors que tout le monde, malheureusement, passe au change parallèle. Donc, on va évoquer toutes ces questions, bien évidemment, essayer de comprendre sur quoi s'est basé ce rapport. Est-ce qu'il a vraiment pris le taux d'inflation? Encore actuellement, il y a des denrées alimentaires qui passent du simple au double. Pour en parler, Hamid Lelou, bonsoir, analyste politique. Vous êtes en Amérique, à Washington. Merci Chaban pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Et merci. Merci infiniment. Lies Djebaili, bonsoir, militant politique, ingénieur, économiste. On a le plaisir de vous recevoir tout au long de l'année. Vous allez nous parler de ce décollage. Peut-être que ce soir, vous allez nous expliquer que les gaz sont enfin lâchés et que Abdelmadjid Tebboune a raison dans son rapport. Bonsoir. Bonsoir, merci pour ton invitation et je salue mon ami Hamid Lelou. Un grand plaisir de nous retrouver sur la chaîne Marhalibiya. Encore merci.
Merci infiniment. Je crois que c'est une grande première ce soir, moi qui souhaitais l'avoir depuis pas mal de Non. temps. Il est avec nous, Karim Boutata, bonsoir. Bonsoir, Shaban. Merci de m'avoir invité pour l'émission. Merci infiniment, Karim Boutata, d'être avec nous, militant politique. Vous avez été aussi longtemps, vous avez participé longtemps, contribué à cette grande association qui est Rage et qui a été dissoute par le pouvoir. Karim Boutata, je vais commencer par vous. Vous êtes en Algérie. D'abord, dans les grandes lignes, on a un rapport. Alors, on va essayer avec nos analyses ce soir de revenir sur ces quelques termes, ces quelques chiffres. Mais le but aussi, c'est de savoir les Algériens qui nous regardent aujourd'hui, Algériennes, le peuple algérien, vous en faites partie, de savoir un peu comment il vit. Le poulet, je crois qu'il a pris des proportions pas possibles en termes de prix ces dernières heures. La pomme de terre aussi. L'Aïd el-Kibir, ça a été un choc psychologique puisque les Algériens n'ont pas pu cette année malheureusement sacrifier le mouton pour des raisons budgétaires. On peut citer plein d'exemples. Lorsqu'on lit ce rapport, tout va bien. En tout cas, on a une Algérie qui décolle, une belle Algérie nouvelle économiquement, et ça se ressent sur le terrain pour les Algériens. Est-ce que vous vivez ça aujourd'hui au pays ? Non, en Algérie aujourd'hui, le régime actuel de l'Algérie a fait de l'Algérie un pays des paradoxes, malheureusement. C'est un pays vraiment où il y a plein de paradoxes. Et ça, c'est grâce à la propagande, à la promotion que le régime promeut à travers son discours officiel, à travers ses canons médiatiques, ses canons de propagande, que tout va bien en Algérie. Ça veut dire qu'il y a des grandes réalisations. On entend toujours sur la télévision nationale et des télévisions privées, les discours officiels des officiels, qu'il y a des grandes réalisations, ils lancent des chiffres imaginaires, un développement dans tous les domaines, et tout cela est l'exact contraire de la réalité et du quotidien des citoyens algériens. Le citoyen algérien, malheureusement, qui est épuisé par la dégradation du pouvoir d'achat, par l'instabilité des prix, et ça, c'est le quotidien des Algériens, c'est la réalité qu'on voit chaque jour de l'Algérien aujourd'hui. Il y a une dépression permanente. Chaque jour, un salarié en Algérie, il n'arrive pas, ça veut dire se soigner et d'acheter des choses nécessaires pour sa maison, et personne n'a, ça veut dire qui son salaire est suffisant pour une vie normale. En plus de ça, il y a le manque dans des soins, il y a le manque dans des médicaments, il y a le manque dans les produits de première nécessité. Aujourd'hui, l'Algérie est devenu clair que le discours officiel ne reflète pas pleinement la réalité. Ce sont des déclarations purement consommatrices, dominées par le populisme, et qui nous donnent l'impression que ce régime manque d'un véritable projet de société. Il n'a ni vision ni stratégie pour le développement, pour le progrès, mais il manifeste une seule volonté de se maintenir au pouvoir. La preuve aujourd'hui, le régime algérien, il fait toujours recours pour se cacher derrière ses échecs sur tous les domaines. Il fait toujours le recours à la répression, à l'approche sécuritaire, et il essaye avec tout prix. Il instrumentalise tous les moyens de l'État, il instrumentalise la justice, les services de sécurité pour faire taire toute voix discordante avec l'emprisonnement. Bien sûr, on a vu plusieurs jeunes ces derniers temps. Chaque jour, on voit des condamnations, des mandats de dépôt, des contrôles judiciaires sur des jeunes Algériens qui ont exprimé une opinion sur des réseaux sociaux. Et ça, ce prétexte, ça veut dire comme on le dit certains reliés du système, ils croient que c'est avec la sécurité, c'est avec la répression
qu'on peut récupérer Zama Hibat Doula. Mais en réalité, cette répression, elle cache derrière elle une chose, ça veut dire aujourd'hui le pouvoir il est peur. Et aujourd'hui le pouvoir, il sait très bien que son discours officiel ne reflète pas la réalité des Algériens. Sur le terrain. Une problématique aussi peut-être qui revient et qui est assez récurrente, c'est toujours effectivement le débat et l'échange, ce sont les voix discordantes, celles qui apportent d'autres analyses. C'est un rapport de la Banque d'Algérie et qui se dit aussi se fier. D'ailleurs, on a, je crois, le Soir d'Algérie qui parle vraiment de statistiques fiables venant donc de ce rapport, mais à la fois, il y a une absence d'organes, d'institutions indépendantes, de spécialistes. On manque, nous les observateurs, les journalistes, mais aussi les Algériens, manquent de transparence vis-à-vis de ça, alors que c'est un rapport qui met l'accent aussi sur le fait de l'information, de la transparence, des budgets vraiment précisément alloués avec des rapports. C'est aussi un manquement, c'est un problème en Algérie qui permet quelque part au pouvoir, à vous écouter, d'avoir la roue libre et d'inventer tout et n'importe quoi. Précisément alloué avec des rapports, c'est aussi un manquement, un problème en Algérie. Karim Boutata, apparemment on vous a perdu, on va vous reprendre dans un instant parce que je dois vous libérer, c'est pour ça que je voulais commencer avec vous. Hamid Lelou, d'abord, petite introduction, voilà, 3 petites minutes quand vous avez lu ce rapport et en plus de ça avec vous au moins, et vous deux d'ailleurs, vous m'envoyez régulièrement des messages en me faisant aussi des éléments, des analyses, des critiques, c'est pour ça qu'on aime bien vous avoir. Qu'est-ce que vous inspire ce rapport, et puis il y a 140 pages, je crois, je sais plus, enfin c'est assez conséquent, quand on voit la situation des Algériens aujourd'hui. Alors, tout d'abord, bienvenue à Silias. C'est bien de l'avoir avec nous aujourd'hui, on va discuter et échanger des idées. Écoutez, ce rapport il vient au bon moment. Je ne discute pas la véracité des chiffres donnés dans le rapport. Quoique on pourrait toujours essayer de demander à des experts, j'ai des amis qui sont experts en économie et finance, avec qui j'ai déjà échangé un petit peu. Le problème en économie, les gens, et bien sûr, on va simplifier les choses, hein, on va vraiment faire une analyse terre à terre. Merci. Pour le citoyen lambda de la rue, pour qu'il comprenne ce qui se passe dans l'économie nationale. Mais ceci dit, c'est pour ça qu'on va faire la différence entre la macro et la microéconomie et surtout, faire la différence entre les chiffres quantitatifs et les analyses qualitatives. Alors avant, techniquement parlant, Hamid Lelou, techniquement parlant, avant effectivement que vous nous apportiez ces éléments, parce qu'on va écouter Abdelmajid Tebboune dans quelques instants, le président algérien qui nous parle de 7 milliards, vous allez expliquer tout ça, alors que le rapport en parle de 5, et puis c'est pas ça, mais vous allez être vous serez meilleur que moi, mais d'abord en 2 mots, qu'est-ce que vous inspire ce pavé à quelques jours de ces élections, alors que aujourd'hui le peuple algérien, on peut citer plusieurs exemples, on les connaît, qu'est-ce que vous inspire ce rapport? Est-ce qu'il est éloigné de la situation économique et de la vie des Algériens? Non, en tant qu'introduction, non, et on aura l'occasion d'expliquer au public pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation, justement. Les chiffres disent quelque chose et l'interprétation qualitative politique pour usage politique, pour usage de communication préélectorale, on dit autre chose. Et bien sûr, parce qu'il n'y a personne officiellement en Algérie pour contredire ce qu'ils disent, même si les gens de la Banque nationale d'Algérie ou la Banque centrale d'Algérie donnent des chiffres, mais elles se réservent le droit de faire des interprétations qualitatives bien faites ou de manière objective. Donc, ils disent par exemple, je peux vous dire une chose, ils disent « Ah, il y a un déficit budgétaire », mais ça parce qu'il faut la diversification et dans la déclaration de la collecte des recettes budgétaires. Vous voyez, ils essayent de justifier. Et aussi, quelque chose de très important, quand vous lisez les chiffres,
Et les tableaux qui sont donnés, vous allez dérouler peut-être le tableau plus tard, ils donnent des chiffres entre 2019, 2020, 21, 22, 23 et ils s'arrêtent à 23. Le problème, je vais vous donner un exemple. Quand ils disent qu'il y a une augmentation de 4,5%, ça c'est le comment dirais-je, L'inflation? pas de l'inflation, mais l'économie qui a augmenté de 4,8%. Mais ils omettent la croissance, ils omettent de comparer ça à l'État en 2019. 2019, c'était moins 5%. Donc, moins 5 plus 4,8, c'est moins 0,2. Donc, on est déjà au-dessous du zéro. Et quand ils disent pas ça, ils présentent comme ça un chiffre, eh ben, ça impressionne. On a même l'impression que vraiment on a cette croissance, mais la croissance, elle n'est pas encore là. Et si vous allez après 2019, c'est-à-dire avant l'arrivée de Tebboune, la situation économique était bien meilleure. Ceci, ça ne veut pas dire que le régime d'avant était mieux, c'est le même régime, mais c'est juste pour vous montrer qu'ils aiment bien jouer sur les chiffres et ils les gonflent. Des fois, c'est flagrant. Alors, quand il parle, par exemple, le ministre du Commerce, il y a quelque temps, il disait « Ah, mais nous atteignons un export hors hydrocarbures entre 7 et 9 milliards de dollars. » Alors que la Banque centrale d'Algérie donne un chiffre de 5 milliards de dollars. Et c'est une grosse différence quand même. Hors service, hein, vous me disiez. Non, le service, ça c'est autre chose. Ça, c'est le service, parce que justement, l'exportation des services, elle est différente. Elle est différente des produits de consommation. Et les services, c'est par exemple une entreprise étrangère qui travaille en Algérie qui a besoin de matériel de construction, par exemple. Et là, on va le faire rentrer dans les chiffres. Mais c'est pas en termes de masse monétaire, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose avec le truc de transport, par exemple, avec quand il lève toutes les restrictions sur les voyages, et bien sûr, ça gonfle les chiffres. Donc, ce gonflage de chiffres, des fois, il est mal interprété sciemment, et des fois, c'est vraiment des chiffres astronomiques. L'année dernière, c'était Tebboune qui disait on exporte, on a atteint 25 milliards d'exports en produits agriculture. Alors, dites-moi, quels sont les chiffres réels? Est-ce que c'est les chiffres balancés comme ça par Tebboune? Vous allez y revenir dans un instant. Ou bien c'est la Banque centrale. On va écouter le président algérien, normalement, qui nous parle de la Banque d'Algérie, qui nous parle du dinar, qui a apparemment repris toutes ses forces. كما كشف التقرير أن التطورات في أساسية الاقتصاد الوطني مكن من إيجاد هامش لارتفاع قيمة الدينار الجزائري بين عامي 2022 و 2023 مما خفف وبقوة من تأثير التضخم. Voilà, une chose assez étrange que vous venez d'entendre, hein, le rapport qui fait une confirmation sur la reprise du dinar face à 5 autres devises, notamment l'euro, le yuan, le yen et la livre sterling et le dollar. À mon avis, doivent se référer peut-être, Lies Djebali pourra peut-être nous en parler, peut-être au change officiel, hein, puisque dans le change officiel aujourd'hui, 100 € est à 14 700 dinars. Alors qu'au change parallèle, il est à 24 000 dinars, c'est plus du double. Lies Djebali, peut-être une interprétation sur ce que vous venez d'entendre, d'abord sur le dinar, même les responsables politiques se changent, je ne pense pas qu'ils aillent à la banque. Et puis d'abord, ce rapport, encore une fois, on en parle depuis plusieurs années avec vous. Mais moi, je vais sortir du chiffre, mais je vais juste vous faire dégager 3 indicateurs économiques très importants. Parce que les chiffres, ça n'a aucun sens. Le chiffre n'a aucun sens en économie réellement. Pour un économiste, le chiffre n'a pas de sens. C'est-à-dire, on peut le confectionner, on peut créer des instruments et on cuisine ce chiffre et on vous livre sur un plateau d'argent. Il faut que M. Tebboune, il faut que le peuple algérien comprenne que l'Algérie a de l'argent, a de la richesse depuis 62. Avoir de l'argent, c'est bien. L'utiliser, c'en est une autre. Nous n'avons jamais su utiliser cet argent pour faire décoller notre pays, pour développer le pays.
Le premier point noir de notre économie, si j'ose dire, depuis l'indépendance, c'est que l'État a le monopole de tout. L'État régule tout. L'État a la même mise sur tout. Qui développe l'économie? C'est pas l'État. C'est pas l'État. La richesse produite par l'économie, c'est les humains, c'est les entrepreneurs, c'est eux qui développent. Si tu veux développer ton économie, tu laisses de côté l'État. L'État, son seul rôle, c'est de réguler et de ne pas intervenir. Si tu veux développer ton pays, à l'image de grands pays comme la France et les États-Unis, il faut libéraliser ce marché, dépoussiérer notre économie et ne pas la laisser sous l'emprise de l'État. Le jour où M. Tebboune et le gouvernement, le régime, le pouvoir comprend que l'État doit se désengager, oui, doit se désengager de l'économie, on peut dire que l'économie décollera. L'économie ne peut pas décoller quand il y a une économie rentière, parce qu'une économie rentière étouffe, même si on a l'argent, on arrive à diversifier, on ne peut pas diversifier, parce que l'économie rentière, elle est partout, elle est Est-ce que vous voulez dire peut-être non, mais c'est important. Peut-être apporter une métaphore. Je vous laisse terminer, mais peut-être vous parlez quoi? En fait, que même l'économie, elle est quoi? Elle est réprimée, elle est enfermée, elle est dominée, elle est cadrée, c'est ça? C'est que le pouvoir aujourd'hui ne souhaite pas libérer le champ de son économie vraiment pour qu'elle puisse s'épanouir? Tout à fait. Au fait, l'économie, elle est sous l'emprise de l'État. 3 indicateurs qui se dégagent. Nous, quand on fait des analyses sur l'économie, on commence quoi? À prendre le taux de croissance. La croissance, elle est entre 3,2 et entre 3,6, 4,2, entre 3,6, 4,2 maximum. On peut toucher le 5. Mais pourquoi? C'est parce que tu as des réserves de change, parce que tu as de l'argent. Forcément, la croissance, tu peux la soutenir parce qu'il y a de l'argent. Et l'argent ne manque pas en Algérie. Le deuxième point, c'est 7 700 $, je veux dire, le PIB par habitant en Algérie, c'est faible. 7 780, 5 600 $ par habitant et par an. C'est très faible. Et surtout, on nous dit que nous n'avons pas de dette. Certes, Bouteflika, il a purgé la dette extérieure, mais nous avons une dette publique. Une dette publique, quasiment, c'est 50% du PIB. Ça veut dire que quand vous avez une dette publique interne, qui dépend du PIB par habitant, ça veut dire que la personne ne peut pas acheter, ne peut pas ceci. Quand il achète, il y a toujours manque d'argent. Quand il achète, il faut qu'il achète par dette. Et vous ne pouvez pas ni combattre ni l'inflation. Vous pouvez combattre l'inflation comment? En réinjectant l'argent. Donc vous allez inonder le marché, les gens n'arrivent pas à acheter parce qu'il y a beaucoup d'argent et les prix encore vont galoper. Donc vous allez faire quoi? Vous allez réduire le taux directeur? Nous ne sommes pas la Fed, nous ne sommes pas la BCE. Vous me dites que ce rapport, il est produit par la Banque d'Algérie. Je rejoins mon ami Hamid Zellou. Au bénéfice du doute, je ne conteste pas la véracité des informations. Mais à partir du moment, mais par contre, je me réserve le droit de critiquer la Banque d'Algérie. Où sont ces réformes bancaires? La banque ne doit pas être sous le pouvoir de l'État. La banque, c'est une entité financière indépendante qui a pour fonction objective de gérer l'économie du pays. Toutes les banques du monde, tous les pays riches, leurs banques sont autonomes. Elles ne dépendent pas de l'État. On ne prend pas le téléphone et on dit on va débloquer le projet. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc la Banque d'Algérie, il faut qu'elle balaye devant sa porte. Il faut, où sont-elles ces réformes bancaires? Les réformes bancaires structurelles tant attendues depuis le temps, où sont-elles? Nous avons parlé des réformes économiques depuis 88. Lors des émeutes d'octobre 88. Et les vraies réformes, les vraies lois qui ont été pondues à partir de janvier 89. Pour réformer quoi? Les entreprises d'État. Parce que c'est le poids financier qui plombe, mais on n'a jamais réussi. Parce que vous avez une réforme... non, mais c'est important. Parce que vous ne pouvez pas séparer la réforme économique à la réforme institutionnelle. Si vous avez votre réforme institutionnelle qui n'est pas réformée et vous réformez l'économie, vous ne pouvez pas le faire. Donc tous ces chiffres qu'on nous le ponde, ça ne sert à rien. Juste pour dire la vérité du terrain,
L'inflation, elle est là. Le pouvoir d'achat, il a baissé. Vous allez revenir dans un instant. On va essayer de. Vous allez revenir dans un instant. On va essayer d'aller vite pour vous donner un maximum de temps de parole parce qu'il est déjà 19h35, notamment en Algérie, et ça va tellement vite. J'aimerais vraiment vous entendre un maximum. On va quand même entendre Abdelmajid Tebboune, toujours aussi optimiste, président algérien. Économiquement, on est indépendant. On peut même apporter notre soutien aux autres nations. أمور رجعت نصابها لأن الجزائر أولا دولة ما عندهاش مديونية حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية وغيرها وقادرين نساعدوا الأشقاء نتاعنا في إفريقيا وغير إفريقيا. Hamid Lelou, donc je vous donne juste 2-3 éléments et vous apportez les éléments que vous voulez. C'est vrai que la question qu'on se pose, est-ce que réellement le rapport pris la réalité du terrain, le taux notamment d'inflation que le peuple subit actuellement. On a écouté aussi le dinar tout à l'heure. On vient aussi d'entendre un président qui parle de cette autosuffisance, liberté économique. Et je vais aller au-delà, à tous les deux d'ailleurs. Depuis 5 ans, apparemment, les choses n'ont pas quand même énormément bougé. Le peuple a des difficultés. Comment vous expliquez c'est peut-être ce nouvel échec, ce nouveau bilan économiquement parlant qui n'est malheureusement pas au rendez-vous? Wallah, cette langue de bois et cette fuite en avant de Tebboune et de ses acolytes, je n'arrive plus à me l'expliquer. Il dit que nous ne devons plus rien à personne. Moi, le rapport de la Banque centrale d'Algérie, il dit que les recettes sont passées de 59,7 milliards de dollars l'année dernière à 49,6 milliards cette année. Ils disent qu'il y a un déficit. C'est pas mes chiffres, hein. C'est pas mes chiffres. Ils disent qu'il y a un déficit. Il est où le déficit? Oui, le déficit, il est monté à 3,68%. Ils disent qu'il y a un déficit budgétaire, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est la différence entre ce qui rentre et ce qui dépense, c'est du négatif. Donc, c'est pas moi, c'est sa banque centrale. Il faut qu'ils disent à ces gens de la banque centrale de changer peut-être. C'est pour ça que moi, je ne remets pas en cause la véracité de ces chiffres, comme mon ami Elias. Donc, dans le doute, on va travailler en se basant sur les chiffres. La dette, il nous sort toujours ce problème de dette. Nous n'avons pas de dette, donc nous pouvons prendre nos décisions. La dette n'a rien à voir avec la souveraineté. Les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Ils sont plus endettés et pourtant, ils ont leur souveraineté. Donc, la dette, si vous vous endettez pour investir dans votre économie, parce que ce que mon ami Elias disait, l'État n'a rien à voir dans l'économie, mais il faut un mais. Il y a des choses où l'État, non seulement il régule, et il sort des lois pour faire en sorte que l'économie est bien organisée, mais aussi l'État investit dans l'infrastructure. C'est l'État qui fait ça. Donc, il y a une dette, il y a aussi l'État qui dépose de l'argent pour son propre fonctionnement. Maintenant, la privatisation, vous ne pouvez pas faire dans l'état actuel des choses. On a essayé justement, il a donné la date de 1988. On a eu une privatisation des entreprises privées entre 88 et les années 90, fin 90. Ça s'est fait d'une manière très chaotique, très anarchique. Et parce qu'il y a du piston, du copinage, ils ont bradé quelques entreprises publiques à des privés entre des généraux, des prête-noms, etc. Et vous ne pouvez pas privatiser. C'est pour ça qu'il n'y a pas de secteur privé en Algérie, parce qu'il n'y a pas des compétences dans la structure des entreprises privées. Maintenant, qu'est-ce qu'il est là pour l'Algérien? L'Algérien, il ne le voit pas, et il ne voit pas venir ce changement dont il chante les louanges. Le pouvoir d'achat de l'Algérien, il a diminué. L'inflation dans les prix, ça augmente à l'exponentielle. Quand le ministre dit que nous avons inondé le marché avec des produits de manière à pouvoir contrôler les prix. Déjà, quand vous contrôlez les prix, ça ouvre la porte à la corruption et du coup, les prix, vous ne les contrôlez pas parce que le meilleur moyen et le seul moyen de contrôler les prix, c'est l'offre et la demande.
quand l'offre est plus importante que la demande, les prix baissent. Le problème, c'est que l'offre est moins que la demande est haute, donc les prix montent, donc vous ne pouvez pas les contrôler. Et c'est pour ça la porte est ouverte à la spéculation. Et même si vous, d'ailleurs, vous faites deux choses quand vous faites ça, vous augmentez votre déficit, puisque vous ne produisez pas, vous allez acheter, importer plus de matériel. De deux, vous ne pouvez pas soutenir ça, puisque le vendeur, le marchand sur le local, il sait que ce produit n'est pas soutenable. C'est-à-dire que lui, il va recevoir la marchandise, il va la stocker, il ne va pas la vendre, il va attendre que la demande augmente et du coup, il va faire un double gain. Parce qu'il y a cette main de l'État qui intervient, mais qui n'intervient pas intelligemment, et tout simplement parce que nous n'avons pas de valeur ajoutée dans notre économie. Je reviens à vous dans un instant. Très rapidement, le président algérien qui avait donc demandé, qui continue à le demander d'ailleurs, de stopper toute importation. أنا منعت مثل ما قال طارق بن زياد العدو أننا نكون البحر وراكم قال ممنوع الاستيراد دبر راسك ما تكلمني ما نكلمك. Lies Djebaili, je reprends avec vous. Ça sera les mêmes pistes de réflexion pour Hamid Lelou depuis aussi 5 ans. Il y a en plus décollage économique, cette émergence. Et puis il y a cette autosuffisance que les Algériens attendent en fait réellement, mais ils sont confrontés encore dernièrement à ce que le mouton de l'Aïd, je ne vais pas y revenir, ça a été malheureusement un fiasco pas possible, soit aussi importé. Il y a un mot là-dessus. Et puis une piste aussi importante, puisque le temps avance, on parle peut-être économique, d'une économie qui n'est pas libérée. Quelles sont les causes derrière? C'est quoi? C'est de continuer à maîtriser peut-être pour que le pouvoir domine, qu'il y ait à la spéculation, à la corruption. Quelles sont les causes selon vous qui font que cette économie elle ne soit pas libérée? Et la liberté, c'est un mot qui en dit long en Algérie. Alors, très bonne question. En fait, il y a trois causes principales qui plombent un petit peu l'économie algérienne, si j'ose dire. Je ne sais pas c'est quoi la définition. Est-ce que la définition de l'économie, ça s'applique en Algérie? D'ailleurs, on n'a pas un ministère de l'économie, on a un ministère des finances. Il faut savoir que depuis 1986, le dinar algérien, notre devise, notre dinar algérien, a été dévalué de l'ordre de 150%. 150% depuis 1986. Si vous vous posez la question pourquoi notre monnaie elle est aussi faible, c'est très simple. Parce qu'elle est liée à deux facteurs. Le premier facteur est lié à la corruption en devises. Et le deuxième point, elle est liée aux surfacturations des projets en dinars algériens. Et du coup, il y a des surcoûts. Et par conséquent, c'est inversement proportionnel. Votre monnaie locale, elle diminue. C'est très simple. Je veux dire, un comptable, il peut vous donner cette définition. Maintenant, quand vous me dites comment nous voulons décoller, maintenant, j'ai entendu M. Tebboune, et d'ailleurs, j'ai assisté à pas mal à Al-Magharibiya, il dit qu'il faut arrêter l'importation. C'est une bonne chose. Mais qui ne veut pas arrêter l'importation? Tout le monde. On arrête l'importation pour conserver nos devises, pour les utiliser autrement dans des projets importants plus vitaux. Mais quand vous arrêtez l'importation et vous êtes incapable de produire la moindre aiguille pour tisser votre pull au vert, comment vous allez asphyxier? Si vous voulez relancer votre économie, il faut ouvrir cette économie. Il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir cette économie. Notre économie, elle est asphyxiée. Elle dépend du pouvoir de l'État, du régime, des instances militaires, ainsi de suite, de l'oligarchie. Donc cette économie ne pourra jamais décoller. Vous voulez la faire décoller? Il faut rétablir la confiance avec le peuple. C'est très important. Quand vous rétablissez la confiance avec le peuple, il devient beaucoup plus entrepreneur dans sa tête. Et deuxièmement, la confiance vers l'extérieur. Celui qui veut venir investir chez vous, il faut lui rétablir, il faut lui préparer le terrain, il faut qu'il soit déblayé, il faut qu'il soit confiance. Nous n'avons jamais appelé à des investisseurs vrais, des grands investisseurs qui viennent en Algérie et investir. Ceux qui investissent chez nous, c'est les Turcs. Ils essayent ils ramènent leur main-d'œuvre locale, même des réfugiés africains qui sont ramassés dans les coins de rue et qui travaillent dans les projets. On les paie aux pincettes,
on fait un transfert de devises, on finit avec des malfaçons et on part. Et on laisse le peuple s'occuper. C'est pas ça l'économie, c'est pas ça les investissements. Merci. On ne peut pas faire appel à des gens pour investir chez nous. Il faut enlever aussi le 49-51, je suis désolé. Nous n'avons pas la capacité pour le faire. Pour finir, le pouvoir d'achat, il va rester comme ça. Malgré que vous avez 50, 60 milliards, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter la paix sociale. La paix sociale, il va réinjecter au maximum. Ils vont essayer un petit peu de mettre la pression sur les spéculateurs pour essayer de rendre un peu les produits de consommation moins de pénurie et juste pour satisfaire la consommation interne et la consommation politique, c'est-à-dire favoriser le deuxième mandat de Tebboune. Merci. C'était la question que j'allais vous poser. Y a-t-il un message politique derrière ça? On va terminer avec vous, Hamid Lelou. Pour avoir une belle économie, inviter les investisseurs, c'est aussi libérer cette économie, lui donner une belle image. Pendant 5 années, on a parlé de corruption aussi. La presse internationale a parlé de corruption concernant ce pouvoir. Est-ce que c'est un des objectifs, sans spéculer bien évidemment, mais peut-être que si un pouvoir n'a pas envie de libérer son économie, c'est aussi peut-être aussi pour avoir une certaine emprise et encadrer certaines choses qui parfois ne sont pas totalement intègres. Ce sont les gens médiocres qui veulent imposer les règles de jeu qui les arrangent et par conséquent, il n'y aura pas de compétition, ils sont en charge, il n'y a pas de problème. Mais quand vous faites les interdits, ça c'est dans la sociologie humaine. Vous m'interdisez quelque chose sans contrepartie, sans me donner la possibilité de faire quelque chose de mieux ou de différent, eh ben je vais tricher, je vais contourner la corruption. Donc la corruption, c'est les interdits, c'est le contrôle de l'État. La monnaie, en plus de ce que Silias a dit, il y a aussi la solvabilité de l'État. Il faut que l'État soit solvable. La monnaie du dollar, son importance, sa force est due à la solvabilité de l'État américain, d'autant plus que la monnaie algérienne n'est pas convertible. Arrêtez l'importation, mais ça c'est le ridicule des ridicules. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire techniquement, arrêter les importations? Arrêter les importations, ça veut dire arrêter les relations diplomatiques, tout simplement. Parce que c'est quoi les relations diplomatiques? C'est que je vous vends et vous m'achetez. C'est acheter. Le nerf de la guerre, l'économie. Mais c'est ça. Si vous ne faites aucune importation, comment voulez-vous avoir des relations diplomatiques avec l'étranger? Jamais. L'étranger, il faut qu'il vous vende quelque chose. Les présidents des grands pays, qu'est-ce qu'ils font quand ils voyagent? Regardez, quand les présidents américains, français, turcs, ils voyagent dans leur avion, il y a une centaine d'hommes et de femmes d'affaires. Voilà, comme ça, ils ne voyagent pas avec leur ministre. C'est les hommes et les femmes d'affaires. Et enfin, l'investissement des étrangers, j'avais déjà dit à l'époque, les investisseurs étrangers, ils ne regardent pas les lois. Ce n'est pas ça qui les intéresse parce que les lois, c'est sur le papier. Ils me disent, comment voulez-vous qu'on investisse en Algérie alors qu'il y a des investisseurs algériens potentiels qui refusent d'investir en Algérie? Eh bien, posez-vous la question, pourquoi? Si lui, l'enfant du pays n'investit pas chez lui, c'est qu'il y a l'anguille sous roche. Comment le pays s'est-il gangréné dans ce genre d'image, dans ce genre de terminologie dont vous parlez, dont la presse parle effectivement dès qu'on parle, et puis même le change d'ailleurs, personne ne va changer officiellement, mais c'est comment le pays, il nous reste 2 petites minutes à peine, Hamid Lelou, comment le pays et le régime algérien continuellement est resté dans ce sable mouvant de tous ces termes que vous venez de définir. Parce que c'est la nature du régime, comme vous l'avez dit, c'est la nature du régime, c'est un régime d'État de police politique qui contrôle tous les rouages de la société, tout, que ce soit au niveau économique, financier, politique, social, sportif. Regardez ces sportifs qui font du garde à vous. Mais c'est du n'importe quoi. Mais c'est ça, malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils contrôlent tout parce que c'est le seul moyen pour eux. D'ailleurs, Lias Djebali, Hamid Lelou, on va aller très vite. C'est vrai qu'on remarque ça, la nageuse, l'athlète, etc. La jeune Kayla Nemour, elle est née en France, c'est autre chose. Mais pourquoi ce geste, effectivement? Alors c'est beau, hein, ça peut être une fierté, mais Lias Djebali, vraiment 20 secondes, pourquoi ce geste? On y reviendra. Je soutiens nos athlètes algériens, mais par contre, j'étais un peu, pas choqué, mais j'étais un peu dubitatif à l'idée que nos athlètes, ils font ce salut militaire
on a l'impression, pourquoi ce salut militaire? Est-ce qu'ils ont été formatés? Est-ce qu'ils ont eu des recommandations pour dire, voilà, moi ce qui explique, c'est que la militarisation aussi dans le sport, nous avons vu lors de la militarisation dans le sport, que le militaire s'implique partout dans le sport, dans le politique, dans l'économie, dans le social, dans le culturel à chaque fois. Merci. Nous voyons quelqu'un qui a... Mais on y reviendra rapidement, Hamid Lelouch. C'est vrai que c'est dans le biberon au plus jeune âge ce signe, parce qu'ils le font naturellement, on les félicite d'ailleurs. Vous avez, en psychologie, on explique ça par le complexe de l'individu qui se retrouve conditionné et qui croit qu'il faut qu'il fasse ça. On ne va pas expressément lui demander de le faire, mais comme il sait dans son subconscient que celui qui est en charge, c'est le régime de police politique, militaire si vous voulez, donc ils se sont obligés de le faire pour plaire à son maître. Merci. Alors que la sportive algérienne de France, elle a vécu dans un autre monde. On félicite nos athlètes. J'aurais bien c'est des aimé métaphores, regarder. juste très rapidement. Je pense que c'est des métaphores de puissance aussi. Quand il y a un salut militaire, le militaire il a cette puissance de force et tout. Peut-être quand on a, peut-être la victoire elle est liée à la puissance. Le militaire c'est la puissance qui impose sa loi. Peut-être. On y reviendra, mais c'est vrai que c'est du subconscient, oui, je rejoue. Ça en dit long, mais c'est vrai que ça en dit long. On y reviendra. Lias Djebali, merci infiniment d'avoir été avec nous. Hamid Lelouch, merci. Plaisir aussi de vous avoir reçu. Et Kalim Boutata, le plaisir aussi de l'avoir eu ce soir. Dans quelques instants, Jamaldine Benchenouf, mon ami, confrère que j'embrasse juste derrière. C'est Salim Sahi Al-Omr avec l'actualité qui continue. Et vous avez rendez-vous avec Mohamed Bachouch. Et puis, le standard, vous êtes ouvert. Je crois que c'est Houssine Gasmi ce soir que je salue. Bonne soirée à tous et l'équipe en régie. Merci infiniment. À demain.